Bonjour, je suis Carole Menem-Lila, auteure et animatrice d'ateliers d'écriture. Je vous invite à partager quelques pistes d'écriture qui vous emmèneront, je l'espère, sur la voie de votre propre imaginaire, de votre don d'observation et d'écoute, de votre sens de la langue. Au passage, j'espère qu'elles vous fourniront quelques repères. Aujourd'hui, on va s'intéresser au nom des personnages. Je vous propose, avant même de le connaître, de nommer un personnage. Ou bien, si vous le connaissez déjà, de le nommer et prénommer afin de le définir davantage. Donc, imaginons un personnage qui s'appellerait Aimé Lucky ou Pierre Constant. Attention, un personnage peut se révolter contre cette espèce de destin contenu dans son nom et toutes les connotations qu'on y a mises volontairement. Par exemple, une grâce de verre. Est-ce qu'elle va forcément faire de la danse classique ou est-ce qu'elle va décider de faire du clown ? Peut-être qu'elle-même se sent absolument sans grâce, surtout à l'adolescence. Et de ce fait, plutôt que de porter, comme pendant des années, ce regret de n'être pas la grâce que ses parents avaient projetée, eh bien je la vois se faire des tatouages de tête de mort, voire de bombes, et elle va teindre ses cheveux en noir corbeau, et puis elle va devenir catcheuse. Voilà, une grâce de verre catcheuse. Peut-être que Pierre Constant va devenir un Don Juan, qui va avoir un mal fou à rester fidèle, jusqu'à ce que peut-être sa fiancée lui propose de l'épouser pour prendre son nom à elle, un nom qui ne sera pas connoté. Ce serait une histoire tout à fait contemporaine. Certains prénoms classiques sont redevenus à la mode et font classe. Pourtant, ce que vivrait une Cunégonde au XVIIe siècle, à l'époque de Cendrillon où nous la rencontrons, et ce qu'elle vivrait aujourd'hui, serait fort différent. Enfin, on le voit, un nom peut connoter l'origine culturelle et sociale. Et selon le contexte dans lequel on grandit, un patronyme peut être source d'intégration ou de soucis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'enfants juifs ont dû changer de prénom et de nom. Aujourd'hui, un nom à particules porté dans un milieu populaire aujourd'hui peut être gage de moquerie. Et même quand on n'est pas dans un milieu populaire, dans Ensemble c'est tout, Anna Gavalda a donné à son personnage, à l'un de ses personnages, un nom à particules, Philibert de la Tubelière, Marquet de la Tubelière. Alors, excusez-moi, j'ai eu du mal à me souvenir, mais le personnage lui-même n'arrive pas à lancer son nom entier et le charmant Philibert est bègue. Il va lui falloir, pour surmonter ce bégaiement et cette timidité, faire du théâtre et créer un spectacle de stand-up autour de son nom et de sa famille pour dépasser ce problème qui l'a sans doute complexé depuis l'enfance. On voit combien ces noms, mais aussi ces prénoms, car il y a des prénoms dynastiques,
chargés d'histoire familiale qui parfois, plus ou moins consciemment, vont rappeler, dans le cas des prénoms, un incident de l'histoire familiale, peut peser sur un personnage. Aujourd'hui, il est plus rare qu'on attribue un prénom lié à l'histoire familiale de génération en génération. Mais comme c'est le cas en Espagne depuis des siècles, un enfant, de plus en plus souvent, se voit attribuer le double patronyme de son père et de sa mère. Ce que je trouve très bien en termes d'égalité. Mais de ce fait, l'enfant se trouve au point de jonction de l'héritage d'un double passé. Et parfois, ça se passe très bien. Quelquefois, l'enfant peut se retrouver, ou l'adulte d'ailleurs, peut se retrouver un peu tiraillé entre les deux. On connaît plusieurs écrivains qui ont choisi de ne pas publier sous leur nom, mais peut-être sous le nom d'un grand-parent, d'un côté ou de l'autre, ou se créer un nom par le lieu, ou un lieu qu'il a aimé, ou un lieu où sa famille a vécu. À partir des années 60 et de la lutte pour l'égalité, chez les Afro-Américains descendants d'esclaves noirs, s'est développée une sorte de tradition, celle de se créer un nom. En effet, leur nom d'origine, celui de leur ancêtre, avait de toute façon été effacé. Ils étaient nommés par leurs marchands ou par leurs propriétaires. Voilà, ce patronyme des propriétaires ou ce nom souvent dévalorisant qui leur a été attribué, pourquoi devrait-il continuer à l'assumer plutôt que d'affirmer ce qu'ils veulent être ou ce à quoi ils se rattachent vraiment? Il y a un bel exemple de ce type à travers un film de Quentin Tarantino. Alors là, je suis désolée, je vais très mal le dire. Django Unchained. Django déchaîné. Ce personnage choisit désormais de s'appeler Django Freeman. Django, homme libre. Toujours dans le monde du cinéma, vous connaissez sans doute un acteur, Nicolas Cage. En réalité, il s'appelle Nicolas Coppola et il est le neveu du célèbre réalisateur Francis Ford Coppola. Là aussi, on pourrait épiloguer sur ce double prénom tellement américain, Francis Ford, alors que le nom, lui, est de consonance italienne. En tout cas, Nicolas a choisi de se faire un nom et pour cela, il a choisi de le chercher dans l'une de ses BD préférées. Voici ce qu'écrit David Lodge, un auteur anglais connu, qui a aussi donné des cours de creative writing à propos du nom des personnages. Alors, je vais prendre les citations qui suivent dans son art de la fiction chez Rivage Poche. Dans un roman, les noms ne sont jamais neutres. Ils signifient toujours quelque chose, ne serait-ce que leur banalité. Les écrivains comiques, satiriques ou didactiques peuvent se permettre d'être exubérants ou inventifs, ou ouvertement allégoriques,
en nommant leur personnage. Alors là, j'ouvre une parenthèse, c'est ce que nous nous sommes amusés à faire au début de cette séance. David Lodge reprend les romanciers réalistes, préfèrent des noms quelconques pourvu qu'ils possèdent des connotations appropriées. Nommer un personnage est toujours une étape importante de sa création et qui entraîne une foule de considérations et d'hésitations. En effet, explique-t-il dans un autre passage, dans la vie, on ne s'attend pas à ce que Monsieur Berger, notre voisin, garde des moutons. On ne l'associe même pas à cette activité. En revanche, s'il s'agit d'un personnage de roman, les associations pastorales et peut-être bibliques ne manqueront pas d'entrer en jeu. Voilà comment lui-même raconte dans l'un de ses romans, Jeux de mots, comment l'auteur qu'il est rencontre un personnage. Une fille qui ne nous a pas encore été présentée sort maintenant de l'ombre d'une des ailes latérales où elle était tapie afin de rejoindre les autres à la table de communion. Appelons-la Violette. Non, Véronica. Non, Violette. Violet. Un nom invraisemblable pour une fille de catholiques irlandais qui baptisent leurs enfants avec des noms de saints ou de personnages de la légende irlandaise. J'aime l'idée de Violette, sensible, mélancolique, effacée, pour cette fille menue aux cheveux noirs, au joli visage pâle couvert d'acné, aux ongles affreusement rongés et couverts de nicotine. Son manteau en velours finement coutelé, élégamment coupé et désagréablement froissé et taché. Une fille qui, grâce à ces indices, vous pouvez imaginer rongée de problèmes, de culpabilité, d'obsession. Dans cet extrait, vous voyez comment David Lodge a joué avec ce qu'on projette autour du nom de Violette, Violet, et tout ce qui peut aller contre. Violette, pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui appartient à la distinction. Voilà, c'est un nom distingué. C'est peut-être même un nom d'emprunt. Or, lui a choisi de montrer un personnage qui effectivement s'appelle Violette, on ne sait pas pourquoi. Sa mère a dû projeter quelque chose au moment de la prénommer. Ça n'appartient pas, en tout cas, au nom donné d'habitude dans sa famille. Et lui a choisi de montrer le côté fragile et presque obscur de Violette, une fleur facilement froissée. Donc ça, il utilise le mot froissé pour son manteau en velours, une fleur fragile. Et pourtant, Violette, c'est aussi le violet, quelqu'un qui a ses yeux violets et qui vous regarde droit, peut être quelqu'un d'inoubliable. En tout cas, on va être dans quelque chose qui va appartenir clairement au personnage. Alors, n'hésitez pas à jouer avec toutes ces connotations et toutes ces images
personnel comme renvoyé par l'histoire et la société qui existent autour du nom et du prénom. Souvent, moi, je m'amuse à prendre une feuille et je crée un soleil. Je mets le nom, le prénom, et puis je tire des rayons, et au bout de chaque rayon, j'associe. Voilà. Et bien sûr, je ne vais pas donner tout ça au lecteur, mais plus votre personnage possède un background riche, avec des choses qui ne vont pas forcément ensemble, des oppositions, des moments de brisure peut-être même, et d'autres moments qui vont être très apaisés, assumés, joyeux, plus votre personnage va pouvoir sortir du cliché. Alors ce type de considération peut être intéressant bien sûr quand on écrit un roman, mais aussi quand on réfléchit à un scénario de cinéma ou de BD, ou qu'on cherche à écrire une pièce de théâtre. Je dirais que c'est essentiel lorsqu'on veut écrire des nouvelles. Pas forcément seulement le nom, mais une nouvelle va beaucoup se construire autour du trait saillant d'un personnage. Un trait qui va le caractériser particulièrement. Là, je vais prendre un dernier exemple tiré de Odette Tout le monde, une nouvelle d'Éric Emmanuel Schmitt, qui a donné son nom au recueil de nouvelles paru en 2006. Peut-être connaissez-vous le film réalisé par Éric Emmanuel Schmitt et qui est sorti l'année suivante. Alors, finalement, là, l'histoire s'organise autour de deux personnages que tout pourrait opposer et de leur rencontre. Voilà le pitch. La vie a tout offert à l'écrivain Balthazar Balzan et rien à Odette Tout le monde. Et pourtant, c'est elle qui est heureuse et lui pas. Alors revenons sur le nom de Balthazar Balzan, un nom exotique et qui évoque aussi la richesse. Balthazar, c'est l'un des rois mages. Balzan, pour moi, c'est ce qui est balsamique. Et on est presque dans quelque chose de magique, de religieux. D'ailleurs, Odette Tout le monde en fait presque une idole. Quant à son nom, à elle, Tout le monde, c'est évidemment un nom qui représente l'essence de la banalité, comme s'il ne pouvait rien lui arriver de particulier, comme si rien ne lui appartenait en propre. Et pourtant, elle se prénomme Odette, le nom d'une héroïne de Proust. Voilà ce qu'elle écrit à son écrivain préféré. Cher monsieur Balzan, je n'écris jamais car si j'ai de l'orthographe, je n'ai pas de poésie. Or, il me faudrait beaucoup de poésie pour vous raconter l'importance que vous avez pour moi. En fait, je vous dois la vie. Sans vous, je me serais tuée 20 fois. Voyez comme je rédige mal. Une fois aurait suffi. Dans cet extrait, on entend déjà la façon dont Odette Tout le monde se méjuge et combien elle élève Balthazar Balzan sur une sorte de trône. Et pourtant, sa lecture des romans de Balthazar va la changer.
Franchement, ma vie, avant de vous connaître, je la trouvais souvent moche. Moche comme un dimanche après-midi à Charleroi, quand le ciel est bas, moche, comme une machine à laver qui vous lâche quand vous en avez besoin, moche, comme un lit vide. C'est très intéressant la façon dont Éric Emmanuel Schmitt la ramène dans le quotidien, dans la banalité et dans ce qui ne va pas forcément très bien dans ces quelques lignes. Et elle poursuit: régulièrement la nuit, j'avais envie d'avaler des somnifères pour en finir. Puis un jour je vous ai lu. C'est comme si on avait écarté les rideaux et laissé entrer la lumière. Par vos livres, vous montrez que dans toute vie, même la plus misérable, il y a de quoi se réjouir, de quoi rire, de quoi aimer. Vous montrez comment les petites personnes comme moi ont plus de mérite que tous les autres, parce que la moindre chose leur coûte plus qu'aux autres. Grâce à vos livres, j'ai appris à me respecter. Et non seulement elle a appris à se respecter, mais aussi à devenir une sorte de professeur de bonheur, du bonheur de tous les jours. Ces petites choses du quotidien, elle choisit de les regarder comme un trésor et d'y être, de les accepter. Et le reste de l'histoire va continuer de jouer entre ces deux personnages que tout oppose a priori et qui pourtant vont se révéler importants l'un pour l'autre. Éric Emmanuel Schmitt a trouvé des accents quasi hugoliens pour ce renversement. Ce qui est petit, qui n'est pas connoté comme étant beau ou précieux, va devenir quelque chose de majestueux, comme le manteau du mendiant, qui devient dans un de ses poèmes la représentation du ciel constellé d'étoiles. Cette piste d'écriture incite à comprendre, approfondir un personnage, incite à se pencher sur ses rapports avec lui-même, avec d'où il vient, où il va, son rapport au monde. Des pistes d'écriture comme celle-là qui incitent à approfondir un personnage, à le définir, à sortir du cliché, mais aussi à bien le poser par rapport à un autre personnage ou par rapport à un contexte, parce que bien sûr, un personnage, même très fouillé, ne va pas suffire à créer une histoire. Donc, des pistes d'écriture comme celle-là, je vous en proposerai d'autres. Celle-ci, je l'ai proposée dans les ateliers que j'anime à quelques reprises, si bien que si vous souhaitez lire des textes qu'elle a inspirés, vous pouvez les trouver sur le blog atelierdécrit.com. J'espère que cette piste d'écriture vous a inspiré. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à revenir. À très bientôt.